croire, ça veut dire que tu penses détenir une vérité, et je suis vraiment dans le questionnement. C'est pour ça qu'au début, j'aimais bien quand tu me parlais des questionnements. Je suis là pour poser des questions, et moi-même, je ne vis que pour poser des questions. Je n'ai aucune réponse. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer dans une religion, je ne peux pas rentrer dans un dogme, je ne peux pas rentrer dans un système dans lequel il y a un type qui sait plein de choses, et tout le monde doit répéter ce qu'il dit. Bonjour, bienvenue dans les Conversations du Tigre, un podcast qui explore, partage et décrypte l'art de vivre du yoga. Je suis Élodie, fondatrice du Tigre Yoga Club, et aujourd'hui je suis très heureuse et très fière de recevoir dans cette conversation Bernard Werber. Kundalini, méditation, écriture, vie antérieure, nous avons de nombreux sujets qui vont être passionnants à écouter. Bernard est un explorateur, naviguant par différents canaux vers des états de conscience modifiés. Bernard est un Atlante, un homme curieux, facétieux, une star aussi sur la scène internationale, notamment en Asie, fort de ses 35 millions de livres vendus, 25 livres au total. Bernard, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui, ou plutôt que ce soit toi qui m'accueilles chez toi. Bienvenue Élodie, et je suis aussi très content de faire cette interview avec toi. Alors, tu as un parcours éclectique et donc curieux que beaucoup ne connaissent pas forcément. Tu as un parcours une formation en droit et en même temps scientifique. On sent quand tu racontes ton histoire que tu étais un enfant malicieux qu'on ne pouvait pas mettre dans une cage. Tu as été journaliste scientifique, un des rares profils alliant science et littérature, à une époque où on clivait beaucoup ces deux territoires, ces deux hémisphères finalement, gauche et droite. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce passage de la science vers la littérature ? D'abord, pour moi, il n'y a jamais eu vraiment de séparation. Peut-être que c'est en lisant Jules Verne, quand j'étais très jeune, que je me suis aperçu que la meilleure manière de parler de la science, c'est le roman. Après, il y a eu Edgar Poe, il y a eu Barjavel. Et lire un livre de science pure, ça m'ennuie énormément. Mais par contre, lire Jules Verne, ou à l'époque on avait un truc aussi qui s'appelait Pif Gadget. Je crois que j'ai démarré ma découverte de la science avec Pif Gadget. Parce que chaque fois ils mettaient un petit gadget et ils expliquaient comment ça marche. Alors ils nous faisaient pousser une plante, ils nous faisaient des cultures de poissons, on faisait des sous-marins qui montaient et descendaient avec de l'aspirine, des fusées avec des systèmes à vapeur. Et donc j'ai pris l'habitude de fabriquer des machines. Puis après de fabriquer des maquettes d'avions, puis après de fabriquer un télescope. Donc pour moi, la science, c'est pas un domaine intellectuel, c'est un domaine pratique. Donc le terme de curieux dont je t'ai qualifié en introduction te correspond très bien. Je comprends. À la limite, je comprends pas comment on peut ne pas être curieux. C'est-à-dire, si t'es pas curieux, ça veut dire que tu es chez toi, tu bouges pas de chez toi. Quand il y a des gens qui passent, t'as pas envie de leur parler. Quand tu es dans une forêt, t'as pas envie de regarder. En fait, ne pas être curieux, ça consisterait juste à regarder la télévision, en écoutant les publicités, en consommant ce que te proposent les publicités. Donc, je crois que normalement, l'être humain intelligent, ou en tout cas vivant, doit avoir envie de se renseigner sur tout ce qu'il y a autour de lui. Alors, depuis le succès mondial de tes fourmis, dont tu vas fêter les 30 ans l'année prochaine, tu t'es imposée comme l'une des figures les plus atypiques et singulières de la littérature française, puisque tu es à mi-chemin entre la science-fiction, la spiritualité, le roman d'anticipation, la philosophie, aussi un peu un polar philosophique. Et tu as une œuvre qui interroge les progrès de la science, mais à travers l'exploration du passé. Et on sent qu'il y a chez toi un besoin de pousser les lecteurs à s'interroger sur hier et à s'interroger sur demain. C'est quelque chose que tu as fait volontairement dès le départ, ou c'est venu au fil des romans et de tes propres explorations ? Alors, tout d'abord, là, je suis en train d'écrire la suite de la boîte de Pandore, donc je parle de karma et de destin. Je crois que je suis né directement comme ça, déjà programmé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de ma part un cheminement qui a demandé le moindre effort. Petit, je racontais des histoires. Après, à l'école, certains professeurs m'ont encouragé à aller dans ce domaine de raconter des histoires avec la science. Après, il y a eu la découverte de la spiritualité, mais pour moi, la spiritualité n'est pas séparée de la science. C'est juste un domaine de curiosité. Je pense que si Jules Verne vivait de nos jours, la nouvelle frontière, après la Lune et les mondes sous-marins, c'est la mort.
et après essayer de comprendre pourquoi on est né. Plus ça va, plus j'écris, plus je suis persuadé du système bouddhique, du bouddhisme, qui est aussi le système de la Kabbale, qui est aussi le système du chamanisme, qui en gros, on est des esprits à l'intérieur de corps, on choisit son corps, on choisit ses parents, on choisit une sorte de ligne idéale pour ce corps et cet esprit, et après, à nous de nous rappeler cette trajectoire, et à nous d'écouter les signes, donc, et à nous de voir comment on peut agir. Je pense que la personne qui est morte avant moi s'est dit le meilleur job à faire pour le suivant, c'est écrivain dans le domaine de la science-fiction, de la spiritualité. Et donc, tout dans ma vie, chaque fois que j'allais dans cette direction, m'encourageait à continuer. Et chaque fois que j'essayais de faire une autre direction, tout à l'heure, tu évoquais le droit, ça a été catastrophique. C'est-à-dire que, j'ai compris que c'était un domaine dans lequel on poussait les gens à se disputer. Et plus ils se disputaient, plus la personne, donc l'avocat ou le juge, gagnait d'argent. Donc c'est un métier qui consiste à créer des soucis, à augmenter le niveau de tension générale. Et ça va faire très plaisir à certains auditeurs. Non, et justement, alors, pour se protéger contre les mauvais avocats ou contre contre un système inégal, il faut avoir un bon avocat. Donc c'est-à-dire que c'est un truc de guerre. Il faut avoir le bon guerrier avec nous pour lutter contre le guerrier en face. Mais tout ça est fatigant. Et puis, moi, c'est pas mon karma de guerre, donc j'aime pas la polémique. Quand quelqu'un me contredit, j'étudie ses arguments en me disant il a peut-être raison. Donc, je peux pas faire de politique. Hein. Si je commence à penser que le type en face de moi a probablement raison et que moi j'ai tort, on est mal barré. Mais tu te nourris de ça. Je me nourris de tout. Il y a une amie, elle dit je suis une éponge, je prends... Mais... moi, tous les êtres humains m'intéressent parce que pour moi, c'est presque la matière première à ce cheminement, c'est-à-dire ce travail et de spiritualité et de science. Donc, même quand on s'est rencontrés, dès que je sens quelqu'un qui a le regard un peu vif, qui est un peu curieux, je vais vers cette personne, j'ai envie de communiquer parce que je m'enrichis de la présence des autres. Et je ne comprends pas que tout le monde ne fasse pas ça. À vrai dire, si on ne s'intéresse pas aux autres, on rate un énorme truc. Même de la même manière que si on ne s'intéresse pas aux animaux, qu'on ne s'intéresse pas à l'actualité, si on ne s'intéresse pas à sa planète, c'est-à-dire on vit coupé de tout ce qui est rigolo et excitant dans ce karma. Alors tu parles de s'intéresser à la planète, tu as quand même essayé d'interroger, à défaut de dénoncer les progrès, les dérives de la civilisation. Et en 2012, tu as écrit Troisième Humanité, un livre dans le contexte actuel incroyable où tu décris la propagation d'un virus qui détruit la planète, qui vient attaquer la planète. Alors, pour nos auditeurs, je ne le fais pas habituellement, mais je vais le faire pour une fois. Je donne une date, nous sommes au mois de mai. Nous venons d'être déconfinés depuis quelques jours seulement. Et donc, nous venons de traverser cette période de confinement. Donc, c'était très futuriste et finalement, tu dénonçais déjà le mal que nous faisions à la planète qui pouvait nous conduire vers ça, vers ce genre de drame. Oui, en fait, depuis le début, et ça me semble une évidence, notre planète est un organisme vivant. C'est comme une cellule, il y a un noyau, il y a une peau, il y a une fourrure, c'est les forêts, il y a l'atmosphère, c'est une peau aérienne, il y a un système liquide, il y a de la lave. La Terre n'est pas un caillou. Dès le moment où c'est pas un caillou, elle vibre. On voit, il y a les tremblements de terre, donc ça veut dire que tout l'ensemble bouge, vit, respire. Elle tourne, elle a des équilibres chimiques, elle a des équilibres gazeux, elle a des équilibres magnétiques. C'est une entité vivante. Dès le moment où on prend conscience que c'est une entité vivante, à ce moment-là, arrive automatiquement l'idée que nous sommes des parasites. Nous sommes comme des puces sur un chien, nous sommes comme des toutes petites bestioles qui sont sur un gros organisme. Maintenant, ce gros organisme, il n'a pas d'intention par rapport à nous. C'est-à-dire, comme nous, en fait, à l'intérieur de notre corps, on est rempli de bactéries. On a aussi des formes de vie parasites et on n'a pas d'intention sur nos bactéries. Alors, pour reprendre ce que tu évoquais tout à l'heure, pour moi, le virus est une forme de vie
très ancienne de la Terre. Les premières formes de vie étaient de type virus, bactéries, et cette forme de vie ancienne peut être un moyen qu'a la Terre pour se défendre contre nous. J'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de Kabbale, tu as parlé de chemin, tu crois au Dharma. Et je vais quand même évidemment poser cette question très importante pour les personnes qui nous écoutent. Tu es yogi et d'ailleurs dans tous les propos que tu viens de tenir, tu as une pensée extrêmement yogique, notamment sur le respect de la planète. Et cette conscientisation du corps et de l'organisme dont nous faisons partie. Raconte-nous ta rencontre avec le yoga, le Kundalini, et ce que ça représente aujourd'hui pour toi. Alors je vais rectifier un mot. Je ne suis pas dans la croyance. Tu as utilisé le mot croire. C'est un mot qui me fait hérisser les poils. Parce que croire, ça veut dire que tu penses détenir une vérité. Et je suis vraiment dans le questionnement. C'est pour ça qu'au début, j'aimais bien quand tu me parlais des questionnements. Je suis là pour poser des questions. Et moi-même, je ne vis que pour poser des questions. Je n'ai aucune réponse. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer dans une religion. Je ne peux pas rentrer dans un dogme. Je ne peux pas rentrer dans un système dans lequel il y a un type qui sait plein de choses. Et tout le monde doit répéter ce qu'il dit. Donc moi je considère que nous avons tous des connaissances différentes. Le but d'une vie c'est de savoir qui on est. Et donc pour chaque personne c'est différent. Il n'y a personne qui détient de vérité et je crois qu'il y a souvent un abus de la part des gens qui justement détiennent une forme de sagesse de prendre une emprise sur ceux qui sont en dessous. Ouais, donc je me méfie. Une forme de prosélytisme que toi tu n'imposes voilà. jamais. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je dis que tu interroges, voilà. Tu pousses les gens à s'interroger. Dans tes livres, d'ailleurs, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de prosélytisme. J'aime la pensée bouddhiste, j'aime le parcours de Siddhartha, Gautama, tout ça m'intéresse. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans un temple, voir un type qui a un costume et écouter des prières. Mon attitude est plutôt d'athéisme, d'agnosticisme, pas athéisme, surtout pas athéisme. Les athées, c'est ceux qui croient qu'il n'y a rien, et les croyants, c'est ceux qui croient qu'il y a Dieu. Dans les deux cas, ils n'en savent rien. Donc je dis, quand on ne sait rien, on ferme sa gueule. et on se pose des questions, on travaille. Et agnostique signifie qui ne sait pas. Ça signifie justement, on fait tout le temps le vide en soi et on laisse venir les réponses. Et on est prêt à être surpris, on est prêt à découvrir des choses nouvelles auxquelles on ne pensait pas avant. Maintenant, tu me posais la question sur ma découverte du yoga. C'est une découverte assez marquante. C'était à la pire période de ma vie parce que je venais de perdre mon grand-père et j'avais échoué d'un passage dans la section scientifique au lycée. Et en plus, j'avais des crises de spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie qui bloque le corps. Et tout se passait très mal jusqu'à cet été de vacances où je me retrouve à Hyères. Et là, je croise un garçon qui... on était 200 dans cette colonie de vacances. Et il y a un type qui marche avec une jolie démarche, et il sourit tout le temps, et tout ce qu'il fait, il le fait avec des gestes lents et précis. Et je suis venu vers lui et je lui ai demandé c'est quoi ton truc ? Et il m'a dit c'est le Raja Yoga. Et je lui ai dit c'est quoi ? Qu'on appelle aussi le yoga royal. Voilà. Et il me dit je suis inscrit dans une école à Paris, c'est André Van Lisbeth, et je fais tous les jours 1 heure de yoga. Et je lui ai dit, tu peux m'apprendre ? Il m'a dit, oui, on va commencer par... parce qu'on dormait dans des tentes, il a fait un petit rond noir sur la toile de la tente, et il m'a dit, tu vas fixer ton regard, tu vas te concentrer sur ce rond. Et après, il m'a appris à respirer, il m'a appris à nettoyer mon nez, il m'a appris à me lever tôt pour regarder le lever de soleil. C'était des tas d'éléments, parce que j'avais déjà fait du yoga, mais pour moi, le yoga, c'était juste la gymnastique. Et je voyais pas tellement l'intérêt. Et là, ce qu'il me montrait, c'était une manière de vivre. Et il m'a appris, quand tu manges, de sentir le goût des aliments, quand tu respires, de le vivre, faire en conscience. Et c'est comme si mon âme avait appelé ce prof, parce que tout ce qu'il me racontait, j'ai tout mémorisé. Et je me retrouvais le matin à essayer de faire la position du lotus. On était sur un bunker qui était au-dessus de la colonie de vacances. Et on regardait le lever de soleil. Et je me rappelle qu'une fois, il montrait comment il faisait la méditation, et il y a un moustique qui s'est posé sur sa paupière, et j'ai vu le dard qui s'enfonçait dans sa paupière, et il ne l'a pas chassé. Et je me suis dit, il est plus dans ce corps, il est ailleurs. En tout cas, ça a été mon premier maître, j'avais 13 ans, il avait 13 ans aussi. Et par la suite, j'ai rencontré André Van Lisbeth qui est venu à une dédicace, qui m'a dit, je suis André Van Lisbeth, et je lui ai dit, c'est grâce à vous que j'ai fait la plupart de...
j'ai commencé mon cheminement spirituel. Et il m'a dit, et je lui ai donné le nom, donc il s'appelait Daniel Padovani, ce jeune garçon. Il m'a dit, je m'en souviens plus, j'ai trop d'élèves. Je lui ai dit, mais c'est quand même, faut que vous sachiez, moi j'ai à vous remercier, c'est vous qui avez initié le mec qui m'a initié. Et il ne m'écoutait pas, il était juste content de me voir parce qu'il avait lu Éteinte-Note, il voulait une dédicace. Je me suis dit, ok, c'est l'élève de l'élève qui m'a transmis plus de choses que le maître lui-même. Voilà. C'est une jolie histoire. Et le yoga est devenu pour toi un art de vivre quotidien? J'utilise pas le mot yoga. J'ai envie de dire la conscience de l'énergie de vie dans laquelle je suis. Le problème du mot yoga, le problème de l'association à la culture indienne ou à la culture orientale, c'est que ça coupe tout de suite. Pour moi, toutes les spiritualités dans leur origine racontent la même chose, qui est cette chose qui est l'énergie de vie, qu'on appelle en hébreu le ruach, qu'on appelle en Chine le ki, le chi. Le yoga, c'est le prana. Le prana. Voilà. Mais le yoga n'est qu'une expression indienne de cette chose qui peut être perçue partout, que j'ai retrouvé aussi dans le chamanisme, que j'ai retrouvé même en étudiant les Mayas, comment vivaient les Mayas, comment vivaient... en fait, je crois que tous les peuples ont eu, à un moment donné, dans leur origine, des sages qui racontaient la même histoire. Et la même histoire, en gros, c'est qu'on meurt et on renaît, qu'on a la vie qu'on a choisie, et que mourir n'est pas la fin. Le but d'une vie est de se réaliser, pour tout le monde. Et de se réaliser, c'est par rapport à une mission qu'on s'est fixée avant. Donc c'est comme un jeu vidéo, voilà. Donc on est loin du monde du yoga. Un jeu vidéo, au fur et à mesure que vous gagnez, vous avez des épreuves de plus en plus difficiles. Et si vous échouez, vous reprenez à l'endroit où vous êtes arrêté, jusqu'à ce que vous compreniez le système. Donc chaque vie, on a quelque chose à comprendre. Moi, je pense que cette vie, je suis venu pour diffuser un lien entre la science et la spiritualité et créer des ponts entre le cerveau gauche et le cerveau droit, comme tu disais, et montrer que... en fait, j'ai pas de meilleure phrase que celle de Rabelais, qui pourtant date de 1500. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais science avec conscience est un super doping qui peut nous amener à devenir immortels. Oui, je t'ai d'ailleurs entendu dire que refuser de comprendre la science, c'est accepter de la subir. Et oui. Je trouvais ça très juste. Je suis la première à être assez paniquée dès qu'il faut affronter les évolutions scientifiques ou en tout cas technologiques. Et j'ai adoré t'entendre dire ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de toi comme d'un explorateur et quand je t'écoute, j'ai vraiment ce sentiment que tu as une curiosité jamais totalement rassasiée pour accéder à ces états de conscience modifiés qui vont te permettre d'être dans la réalité plus en conscience, justement. C'est comme si tu faisais des allers-retours entre ces états de conscience modifiés et la conscience dans ton quotidien, et que tu nourrissais à chaque fois un peu plus un lien ténu entre les deux pour circuler plus facilement entre ces deux états-là. Et c'est assez intriguant parce que beaucoup de personnes aiment peut-être nous mettre dans des cases en disant on est yogi, on est ceci, voilà. on est religieux, on est chamanisme, et tu as ce que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que ça fait, je pense, aussi partie de moi, cette curiosité de ne pas vouloir te classer dans une case. Il n'y a pas de dogmatisme, d'ailleurs ça se sent dans tes écrits et surtout dans ce que tu partages. Est-ce que c'est cette curiosité qui t'a amené vers la quête de tes vies antérieures, ou est-ce que c'est parce que tu as eu une révélation à un moment de l'existence de ces vies antérieures que tu as cherché par quel canal tu pouvais y accéder plus simplement? Alors, c'est exactement... Je ne sais pas si ma question est très claire d'ailleurs. En fait, la première chose, c'est un anniversaire. J'ai fait un spectacle, je raconte ça, il s'appelle Voyage intérieur, mais c'est la rencontre avec une médium qui m'a raconté mes vies antérieures. Je lui ai dit, écoutez, que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est que je repars avec le sourire et que tout ce que vous m'avez raconté, ça m'ouvre une perspective que j'ai peut-être eu des vies avant. Et je crois que c'est l'attitude qu'on doit avoir honnêtement, c'est au lieu de se dire c'est vrai ou c'est faux, à la limite on s'en fiche. Ouais. Est-ce que ça nous fait du bien ? Est-ce que
Est-ce que ça nous nourrit? Est-ce que ça nous apporte est-ce une que ça dimension résonne en de nous? nous-mêmes? Bien sûr. Est-ce que ça nous offre une perspective aussi? Parce que le fait de savoir que peut-être après cette vie, je vais en avoir une autre, ça fait que je me dis, bon, ben, c'est pas grave Moins si peur de la mort. Voilà, c'est pas grave si je meurs. Et en même temps, ça me fait me dire, il faut que je rentabilise celle-ci en particulier. Donc la première rencontre, ça a été donc avec une dame qui s'appelle Monique Parent-Bacan, qui était donc une médium, qui est amusante parce qu'elle était un peu grosse, elle avait un visage de bébé, et elle dessinait en même temps qu'elle faisait le contact, soi-disant, avec mon ange gardien, qu'elle appelait Barnabé. Et en partant, j'ai dit, écoutez, j'étais pas dans les croyances, enfin, j'étais très méfiant au début, mais je m'aperçois une chose, c'est que là, je me sens bien. C'est tout ce qui importe, et je vous remercie, et j'ai envie de vous revoir. Et on s'est quittés comme ça. Et de là a commencé ce voyage quantique vers tes vies antérieures? Non. Après, il y a eu une deuxième chose, il faut deux sources. C'est une amie actrice belge qui m'a dit, tu devrais essayer Philippe Leroux, qui est un prof de Reiki, qui fait des voyages dans les vies antérieures. Et j'y suis allé comme on va faire un saut en parachute ou on va faire de la plongée sous-marine. C'est un peu ça. Une initiation en plongée sous-marine. Et à l'époque, j'avais fait comme souhait de rencontrer ma vie où j'avais eu la plus grande histoire d'amour. Et je me retrouve étendu sur un divan. Et là, ça va très très vite. Mais je me retrouve... en fait, je me retrouve dans la peau d'un homme qui fait des ricochets dans l'eau, qui a une petite jupette. Et je suis dans lui et en même temps, je peux voir de l'extérieur. Et il y a deux infos qui m'arrivent. La première, c'est qu'il est extrêmement détendu. Il n'y a aucun stress. Et alors, le fait de voir quelqu'un aussi détendu, je me dis, je ne me savais pas qu'un être humain pouvait être à ce point cool. C'est-à-dire que pour moi, on est tous vaguement avec ce bruit de fond, la peur de la mort, puis la peur de la maladie, la peur d'échouer, la peur de ne pas trouver la bonne personne, la peur de ne pas être des bons parents ou des bons enfants. En fait, on est en permanence avec un bruit de fond, c'est comme dans les villes, une sorte de bruit de fond on ne peut pas vraiment se détendre. Et là, je vois un être humain entièrement détendu. Donc c'est comme si je me ressourçais à quelque chose de frais, de propre. Et donc, vu que je parlais en même temps avec Leroux, je lui ai dit, je suis très surpris du niveau de détente et de décontraction de cette personne, mais être près de lui, ça me détend déjà moi. Et après, il m'a dit, comment il s'appelle? Je lui ai dit, je ne peux pas dire le nom, parce que quand il pense à lui, il dit moi. Mais comme nous, quand tu ne dis pas Élodie, je ne dis pas Bernard quand je pense à moi. Donc, il ne se pense pas avec son nom. Puis il me dit, quel pays? Je lui dis, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une plage, et qu'en face... il y a l'océan, mais la plage elle est jolie, il y a des cocotiers. Puis il me dit quelle époque. Je dis, je ne peux pas te dire non plus, tout ce que je vois c'est qu'il a une jupette. Et il est pieds nus. À partir de là, il y a une deuxième information qui est arrivée. Et j'ai dit, ah si, j'ai une autre information, à part qu'il est très cool, c'est qu'il est très âgé. En fait, il a 821 ans. Et j'ai dit 821 ans, et au moment où j'ai dit ça, je regardais, et j'ai vu qu'il était plus en forme que moi à ce moment-là, qui devait avoir 30 ans, parce qu'il se tenait bien droit, il avait une belle tenue, il était bronzé, il était musclé, il était chauve avec des cheveux blancs, et complètement cool. C'est-à-dire souriant, l'œil pétillant. Et après, il m'a dit, bon, trouve une autre scène pour savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et c'est là où j'ai vu qu'il soignait les gens par la position des mains. Et il percevait les méridiens blancs et rouges. Et il décongestionnait les endroits où c'était congestionné. Et la personne qu'il soignait, il lui a dit, c'est pas un problème d'énergie, c'est un problème de constipation. Tu bois pas assez d'eau. Et il lui a dit, faut boire, ce qui correspond à une quantité d'eau de l'époque. Et l'autre a dit, tu viens de me donner une idée, on devrait utiliser un système similaire avec de l'eau pour nettoyer la ville, parce que là on a des problèmes d'ordures, d'odeur, des ordures, parce que c'était dans la ville, toutes ces informations, ça m'arrive. Donc tout ça, ouais, fonctionnait avec une grande rigole centrale, et cette rigole centrale, vu qu'il faisait très chaud, par moments on sentait très mauvais. Et donc c'est le fait que je lui parle de ça, ces problèmes de constipation et d'eau, qui lui a donné envie de faire ça. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, j'ai commencé à... Alors, la ville où on vivait, je sais que ça s'appelait Galles, et il y avait un volcan au-dessus. La ville était assez grande, mais très large, avec des couleurs ocre. Et par la suite, j'ai eu l'intuition que c'était l'Atlantide, surtout quand j'ai vu qu'il y avait des bateaux qui revenaient et qui disaient qu'à la côte en face,
ils étaient agressés par les autochtones qui leur tiraient des flèches. Et je ne sais pas comment j'ai déduit que c'était l'Amérique. Donc c'était une île en face de l'Amérique. D'où l'Atlante. Mais évidemment, ça ne s'appelle pas l'Atlantide. Hein. Non, j'imagine qu'à l'époque, on ne donnait pas ce nom-là, mais c'est vrai que... En y revenant, j'ai fini par trouver le nom. C'est-à-dire que nous, quand on parlait de notre île, on disait Amempta. Et c'est en 3 mots, Amempta. Et c'est un mot, la sonorité Mem et Pta, c'est des mots qu'on retrouve dans l'Égypte ancienne. Mais dans les premiers textes de la première dynastie. Alors après ce premier voyage, il y en a eu beaucoup d'autres. Je t'ai entendu dire que tu as eu 111 vies. On sent qu'il y a une fascination chez toi pour cette exploration des âmes antérieures et des parcours de vie antérieurs. Et aujourd'hui, tu les partages. Tu as décidé finalement d'amener des gens dans ce voyage avec toi. Comment ça s'est passé? Comment les gens réagissent? Alors j'imagine qu'il y a des gens qui sont pour et contre, mais comme toujours, pas de dogmatisme. Mais comment s'est passée cette idée de transmission et d'emmener les personnes dans ce voyage? D'abord, il faut voir que ce voyage en Atlantide est pour moi le moment le plus fort de ma vie. Mais j'en aperçois maintenant. C'est-à-dire les 2 moments, la rencontre avec Daniel Padovani et ce voyage en Atlantide, c'est 2 choses qui m'ont construit. C'est-à-dire ces 2 révélations de... Il y a des gens, des fois, ils parlent de l'ayahuasca ou ils parlent de la drogue, ils racontent qu'ils ont vu un énorme trip, ils ont vu le serpent de la forêt et tout. Moi, ça a été ces 2 moments-là. Dès le moment où j'ai connu cette transe, je me suis dit, il faut que les autres découvrent ça. Pourquoi il n'y aurait que moi qui connaîtrais ça ou qu'un petit groupe d'initiés? Donc j'ai profité de mon métier de romancier pour dire, attendez, déjà, je vous signaler que ça existe. Donc, dans la boîte de Pandore, pour les personnes qui nous écoutent. La boîte de Pandore, c'est celui qui est vraiment, j'ai centré là-dessus. Et après, je me suis dit, la meilleure manière d'en parler, c'est leur proposer l'expérience. Alors, je le fais en spectacle. Je leur dis d'avance, c'est pas grave si ça marche pas, parce que c'est pas censé marcher sur tout le monde. Il y a des gens aussi qui sont prêts, et puis il y a des gens pour lesquels ça peut apporter quelque chose, et d'autres sur lesquels non seulement ça n'apportera rien, mais ça peut être néfaste. Parce qu'il n'y a pas de pratique, même dans le domaine spirituel, qui, si elle est mal faite, ne puisse pas créer des problèmes. Le yoga, si c'est mal fait, peut faire très mal. Bien sûr. Le sport, moi par exemple, j'ai fait du jogging, je me suis niqué les genoux en faisant du jogging. N'importe quelle chose qui a l'air ultra positive, si elle est mal pratiquée, ou si c'est pas le moment, ou si c'est pas la bonne personne, ça fonctionne pas. Bien sûr, et ça fonctionne aussi si on est dans un état de conscience pour accepter, pour accueillir et se laisser cueillir. Exactement. Aussi par ce qui va venir. Si on est simplement dans une attente passive d'un résultat, en yoga c'est pareil, il ne va pas se passer grand-chose, ou en tout cas il ne va pas y avoir de résultat concret. Voilà, l'une des grandes difficultés en fait c'est de lâcher prise et arrêter avec les préjugés. C'est-à-dire ne pas arriver à l'expérience en se disant on m'a dit qu'il fallait se passer. Oui, mais tu comprends aussi que des personnes puissent être sceptiques quand tu racontes ces vies antérieures, avec un tel niveau de précision. Moi, je me souviens quand tu me l'avais raconté la première fois qu'on s'est parlé, j'étais interpellée par le niveau de précision avec lequel tu racontes ces voyages dans tes vies antérieures, et c'est peut-être ce qui peut susciter une forme de scepticisme. Et ça, tu l'acceptes? Évidemment. D'abord, je leur dis, ça ne va pas marcher sur tout le monde. 2, je précise au moment où je fais l'expérience, je leur dis déjà, si vous avez pris de l'alcool, on ne le fait pas. Si vous avez pris des médicaments, on ne le fait pas. Si vous êtes fait virer de votre boulot ou virer de votre couple, on ne le fait pas. Et si vous avez des sources de préoccupation, vous êtes obnubilé par quelque chose, on ne le fait pas de drogue. Il faut vraiment que vous soyez clean. Donc déjà, il y a une partie de la salle, forcément, qui ne va pas le faire. Qui repart. Non, pas qui repart, parce qu'ils restent dans la salle, ils ont payé leur droit, mais en tout cas, je leur dis, vous allez écouter pour les autres, mais vous n'allez pas participer. Ensuite, quand je leur fais descendre donc, les 10 marches pour qu'ils se retrouvent devant la porte de leur inconscient, je leur dis, maintenant, vous allez prendre une clé, vous allez tourner la clé. Si ça résiste, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Donc, vous remontez. Comme la plongée sous-marine. Je veux dire, déjà, la plongée sous-marine, on ne va pas le faire quand on est sous, qu'on a pris de la drogue ou qu'on a des médicaments. Et 2, dès qu'on ne se sent pas bien ou qu'on commence à sentir qu'il y a un truc qui ne va pas, on remonte. Donc là, il y a une première... C'est vrai qu'il y a beaucoup une notion de descente et de remontée quand tu en parles. Ah, c'est en descendant dans le passé. Ouais, oui, c'est ça. Non, mais il y a vraiment un sentiment de voyage physique. Oui.
Et d'ailleurs, dans le spectacle, je leur montre des photos de gens qui descendent en plongée sous-marine pour leur montrer les différents niveaux qu'on va parcourir. Je leur montre aussi un escalier en colimaçon pour qu'ils le visualisent. Et après, je leur laisse imaginer leur porte, leur couloir. Une fois qu'il y a le couloir avec les portes numérotées des vies antérieures, je dis, vous allez encore utiliser la clé pour tourner la porte que vous voulez visiter. Si ça résiste, vous n'insistez pas, vous remontez. Donc tu utilises des pratiques d'auto-hypnose, Oui. de visualisation, Oui. de méditation aussi. J'ai mis au point mon propre protocole, parce que j'ai jamais appris l'hypnose, parce que j'ai pratiqué l'hypnose, mais je ne l'ai jamais appris, je veux dire d'une manière, dans une école ou avec un maître. J'ai déduit une sorte de protocole qui est en gros fermer les yeux, se détendre, visualiser un escalier, descendre l'escalier, ouvrir la porte de l'inconscient. Je le fais rapidement, mais donc Oui. ça se fait. Non, Et là, visualiser mais on mettra couloir. on mettra un lien pour te retrouver, pour les personnes qui ont envie de vivre l'expérience. Et là, on ouvre une porte, et à partir du moment où on a ouvert la porte, on la referme. Donc on est censé être dans le monde de la vie antérieure. Il y a un brouillard, et on commence par regarder ses mains. Essayer de voir est-ce qu'on est un homme ou une femme, est-ce qu'on est noir, on est blanc, ou asiatique, et est-ce qu'on est jeune ou est-ce qu'on est vieux, avoir une première impression, est-ce qu'on a les doigts propres ou sales, est-ce qu'on a des bagues, est-ce qu'on a du vernis, et en regardant ses mains, c'est le premier contact, après on regarde ses pieds, après progressivement on disperse le brouillard, et j'avertis tout le monde avant l'expérience, donc je leur dis, vous n'allez pas avoir de surprise, voilà comment ça va se passer. Comme ça, ils ne sont pas dans « oh là là, j'aimerais pas que… » Oui, ça reste très pragmatique. Ouais. L'entrée en matière est j'essaie de les mettre à l'aise. Très méthodique. Dans le spectacle, je fais 5 méditations. C'est-à-dire la première fois, je leur demande juste d'ouvrir les sens. Après, je leur demande de visualiser une cabane dans laquelle ils vont recevoir un message. Et comme ça, je demande après sur qui ça a marché. Et je vois qu'à chaque fois, le nombre augmente. Et c'est à la 4e méditation que je propose de voyager dans la vie antérieure qui dure en général un petit quart d'heure. Et à la fin, je demande sur qui ça a marché. Donc les gens lèvent la main. Actuellement, j'ai rarement en dessous de 60% de réussite. Mais souvent, ceux sur lesquels ça n'a pas marché, ils pensent que les autres, ça n'a pas marché non plus. Et ils sont surpris, donc ils sont dans… ils font croire que ça a marché, mais ça n'a pas marché. Et après, ils disent que finalement, ça a peut-être marché quand même. Et quand je demande aux gens de raconter ce qu'ils ont vu, à ce moment-là, ceux sur lesquels ça n'a pas marché s'aperçoivent qu'il y a quand même beaucoup de détails qui ne viennent pas de films, qui ne viennent pas de lecture, qui sont vraiment des détails surprenants et qui sont des vrais détails de ce qu'on ressent dans une vraie vie. Et à ce moment-là, il y a un trouble. Mais le mieux que j'ai, c'est quand la personne arrive à trouver son nom de l'époque et qu'on découvre que cette personne a réellement existé en allant voir, par exemple, ça m'est arrivé avec Valérie Perrin. Voilà. Est-ce que à travers ces expériences, comme à travers tes livres, est-ce qu'il y a un message que tu cherches à faire passer aux humains ? Est-ce que tu cherches à les rassurer par rapport à la mort ou à finalement les exhorter à vivre plus pleinement sans cette peur qui peut être limitante, qui peut être un schéma de pensée limitant ? Oui, je pense qu'on est tous dans la même… on fait tous le même travail. Non, certains ne font pas ce travail-là. En tout cas, dans la spiritualité. Peuvent juste fuir cette pensée. Écoute, au-delà de ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le fait de prendre conscience que la planète est vivante et qu'on est des parasites dessus, qui m'a l'air déjà une chose intéressante, j'essaie de faire prendre conscience aux gens, s'ils sont nés, c'est qu'il y a une raison. Donc s'il y a une raison, dès le moment où ils découvriront cette raison, ils vont trouver ce que j'appelle leur place de parking, et à ce moment-là, tout va devenir simple. Pourquoi les gens souffrent ? Les gens souffrent, à mon avis, et c'est facile de le dire comme ça, mais parce qu'ils ne sont pas à leur place. Dès le moment où vous faites un travail qui n'est pas fait pour vous et qui n'est pas adapté à votre karma, ça ne va pas. De même, dans le couple. Si vous êtes marié avec quelqu'un parce que la personne vous a plu physiquement, parce qu'elle ressemblait à un acteur qui vous plaisait, mais qu'en fait, au fur et à mesure que vous vivez avec, vous apercevez qu'il n'y a pas de connexion, il faut avoir le courage de dire j'ai cru que, mais c'est pas le cas, et à ce moment-là, il faut se dégager. Il y a un moment, on a le bon boulot, on a le bon couple, on a le bon pays, on trouve sa place. Mais sa place, ça peut être un métier,
ça peut être un métier qui rapporte rien du tout, ça peut être mendiant, ça peut être creuseur de mines. Mais quand on trouve sa place, on le sait. Voilà, il y a un moment, déjà le premier élément, c'est le plaisir. C'est-à-dire quand vous êtes dans le métier qui vous plaît, naturellement, le seul fait de le pratiquer vous apporte du plaisir. Moi, mes plus grands plaisirs, c'est dans l'écriture. Le moment où tout d'un coup je vais avec mes personnages, je suis le dieu de mes personnages, c'est moi qui décide s'ils vont vivre ou s'ils vont mourir. C'est moi qui décide tout ce qui va leur arriver, et je suis un dieu bienveillant. Mais il faut malgré tout que ça soit une distraction pour les lecteurs. Donc je suis obligé de leur faire des petits défis, des petites épreuves, voire de les mettre dans des situations qui semblent effrayantes, pour les mieux les en sortir. Mais je ne fais pas un livre d'horreur, je ne fais pas un livre qui finit mal, je ne fais pas du Shakespeare où tout le monde meurt à la fin. Mais par contre, je leur fais des épreuves pour les révéler. À quoi sert le... C'est pas bizarre, parce que à quoi sert le malheur? Des fois, je me dis à la place de Dieu, pourquoi Dieu fait des guerres? Pourquoi il fait des épidémies? Pourquoi il fait qu'il y ait des gens qui ont des cancers? Peut-être pour éprouver leur âme, pour voir comment ils vont arriver à gérer ça. Alors, certains ont des épreuves, on se dit, voilà, celui-là... Mais tu nous as quand même expliqué que tu ne croyais pas en Dieu. Non, mais c'est une hypothèse de travail. C'est une hypothèse surtout de travail pour un romancier. Et moi, je me suis retrouvé... Je suis un garçon bavard. Je me suis retrouvé à jouer à un jeu qui s'appelle Civilisation. Et dans Civilisation, j'ai dû démarrer Civilisation 1, le tout premier jeu. Ça consiste à créer un petit peuple qu'on met sur une planète et on l'aide à trouver des technologies et on l'aide à trouver de l'agriculture et on l'aide à faire la guerre, sachant qu'il y a l'intelligence artificielle du jeu fabrique d'autres joueurs sur la même planète qui, eux, ont leur propre dieu. Et donc, le challenge, c'est d'être le meilleur dieu pour son peuple. Et j'ai trouvé que ce contre-champ était passionnant. Parce que le jeu s'améliorant, et actuellement je crois qu'on est à la civilisation 6, c'est de plus en plus réaliste. C'est-à-dire on se retrouve vraiment à devoir faire des choix. Est-ce qu'ils mettent de l'argent pour faire un beau palais? Est-ce qu'ils mettent de l'argent pour mettre tout dans la guerre? Peut-être avec la bombe atomique, on peut arriver. Et on se retrouve à faire des choix comme peut-être notre Dieu a fait des choix. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi ils ont été faits. C'est-à-dire on comprend que, par exemple, plus une ville est grande, plus elle va polluer. Et plus elle va polluer, plus les gens vont mourir de maladies. Et on le voit dans le jeu. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, on est tenté de faire des villes de plus en plus grandes pour avoir le maximum d'ouvriers et de soldats pour les guerres. Mais tu comprends les clés d'arbitrage. Voilà, tu découvres ça. C'est-à-dire que tu as ce recul que nous n'avons pas. Quand on apprend l'histoire à l'école, on apprend Vercingétorix, on apprend Napoléon. C'est-à-dire que c'est des grandes figures, c'est des personnages. Mais on n'a pas la vision extérieure. Et la vision extérieure, c'est... la civilisation amérindienne qui a disparu, la civilisation chinoise qui à un moment été congelée, qui est en train de ressortir. On n'a pas cette vision globale. Et quand on joue, vu que les continents n'ont pas la même forme, vu que les peuples n'ont pas la même chose, et que les religions même ont d'autres noms, donc on n'est plus influencé. Oui, les repères spatio-temporels n'existent plus. C'est comme dans la mythologie indienne où on peut faire des sauts de 300 000 ans et passer d'un monde à l'autre, c'est merveilleux. On voit objectivement... l'une des choses qui m'est apparue dans ce jeu, c'est si on n'arrive pas à coloniser notre planète, nous allons être trop nombreux sur cette planète et donc nous allons nous retrouver à la détruire. Alors c'est parfait puisque je dois malheureusement conclure cette conversation du tigre et ta dernière phrase ouvre ma dernière question. J'en aurai plein d'autres, mais quel serait ton rêve de demain ? À part de conquérir une nouvelle planète. Pour moi ou pour l'humanité ? On va dire pour l'humanité, modestement. Pour l'humanité, se réconcilier avec la planète, et pour moi, ça passe par une maîtrise de la croissance démographique. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête de faire autant d'enfants, parce que, j'en reviens à science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La médecine nous a permis de réduire la mortalité infantile, mais maintenant, les enfants continuent d'être faits pour faire des consommateurs, des soldats ou des ouvriers. Donc ça me semble des mauvaises raisons de produire de l'être humain sans conscience. J'en reviens à cette idée. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir un droit de chaque bébé de naître avec une garantie d'être nourri, aimé et éduqué. Donc si on n'est pas capable de les nourrir, aimer et éduquer, eh bien il ne faut pas les faire. Si c'est pour les abandonner ou pour les mettre dans la prostitution ou dans des usines, comme c'est le cas en Chine, ça me semble...
Alors, Tu ouvres un débat très polémique qui pourrait Je nécessiter une deuxième conversation du Je sais, mais je regrette que les écologistes n'aillent pas jusque-là. C'est-à-dire de se dire, attends, on ne pourra pas être 10 milliards à vivre comme des Américains avec des voitures, avec des réfrigérateurs, des ordinateurs, et sans abîmer la planète. Donc il y a un moment, vu qu'on ne sait pas redistribuer de manière équitable à tout le monde, il faut être moins nombreux, comme ça on peut redistribuer et on peut préserver les générations futures et la planète. Et ton rêve de demain pour toi? Trouver cette forme de spiritualité qu'avait mon Atlante, qui faisait que quelque part il s'en foutait un peu de tout. Et il était parfaitement calme et parfaitement cool. Il était parfaitement calme et parfaitement cool. Et aussi la même spiritualité que j'ai trouvée chez Jacques Padovani, à savoir tout faire en conscience. Je ne fais pas encore tout en conscience. En tout cas, moi, je te trouve très en conscience et très cool. Et je te remercie infiniment pour cet échange passionnant qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Merci de tout cœur. Et j'espère que nous aurons l'occasion de repartager peut-être des expériences ensemble de vie antérieure. Avec plaisir. Merci Bernard, à bientôt. Merci à toi, Elodie. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode des Conversations du Tigre avec Bernard Werber. Si cela vous a intéressé, passionné autant que moi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous envoyer vos idées, vos questions que nous pourrons transmettre à Bernard. Et à bientôt pour un nouvel épisode des Conversations du Tigre.